tous. Donc, moi, je suis Émilie Villichtin, je suis interne à Paris et j'ai la chance de modérer ce topo avec le docteur Conso et d'accueillir Caroline Cointat qui nous vient de Nice et Simon Ratier qui nous vient d'Amiens, qui nous ont préparé un petit top 5 des articles qu'il fallait lire en 2020 en chirurgie du membre supérieur et principalement de l'épaule. Voilà, donc Simon et Caroline, je vous laisse la parole. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat et on y répondra ensemble à la fin. Voilà, la parole est à vous. Permettre de présenter Donc, ce je te remercie topo Caroline. intitulé On va Top lancer. 5 des articles 2020 sur la chirurgie du membre supérieur. Nous avons donc sélectionné avec Caroline 5 articles qui nous paraissaient intéressants. Le premier article, publié dans Arthroscopie, s'intéresse au rôle de l'arthroscopie dans les épaules douloureuses après arthroplastie. Le tableau clinique d'épaules douloureuses après prothèse pose le problème de l'orientation diagnostique. Les causes sont multiples: instabilité, infection, décèlement, arthrose acromioclaviculaire, lésion de coiffe, capsulite. L'incidence des arthroplasties augmentant, le tableau clinique d'épaules douloureuses augmente également. L'objectif de cette étude est de déterminer si l'arthroscopie est un moyen efficace de diagnostiquer et de traiter les douleurs post-opératoires après prothèse d'épaule anatomique ou inversée. Il s'agit d'une étude rétrospective, unicentrique, mono-opérateur, de 2016 à 2018. Les critères d'inclusion étaient épaule douloureuse après prothèse d'épaule, CRP normal ou légèrement augmenté, pas d'argument pour un décèlement radiologique. Les patients inclus présentaient le tableau clinique d'épaule douloureuse après prothèse, avec échec du traitement médical, sans orientation diagnostique préopératoire. Au total, 13 patients étaient inclus. 7 patients ont dû être pris après l'arthroscopie. Néanmoins, l'arthroscopie a permis dans tous les cas d'obtenir une orientation diagnostique. 6 patients ont évolué favorablement après l'arthroscopie, avec une douleur qui a significativement baissé entre le préopératoire et le dernier recul. L'arthroscopie semble donc une option thérapeutique viable pour évaluer et traiter une épaule douloureuse après arthroplastie totale d'épaule. Cet article propose cet algorithme thérapeutique. Le deuxième article, publié dans le JBJS, discute de l'intérêt d'un bancard arthroscopique après une première luxation gléno-humérale antérieure. Le sujet se discute de par la fréquence des luxations gléno-humérales. L'objectif est d'évaluer à long terme l'efficacité d'un bancard arthroscopique après une première luxation gléno-humérale antérieure. Il s'agit d'une étude prospective, randomisée, en double aveugle, évaluant le lavage arthroscopique versus le bancard arthroscopique. Les critères d'inclusion étaient patients âgés entre 15 et 35 ans et une radiographie objectivant une luxation gléno-humérale antérieure traumatique. Au recul, c'est-à-dire à 10 ans minimum, on retrouve une différence significative sur le taux de récidive et les instabilités en faveur du bancard arthroscopique. Le bancard arthroscopique est donc supérieur au lavage arthroscopique avec un taux de récidive de 12% à 14,2 ans dans cette étude. Se discute l'intérêt d'un bancard arthroscopique chez les patients à haut risque après une première luxation gléno-humérale antérieure. Le troisième article sélectionné, publié dans l'OTSR, s'intéresse aux simulateurs d'arthroscopie. Il s'agit d'un sujet intéressant de par la réforme de l'internat en France avec une diminution du temps de l'internat. L'objectif était de comparer différentes méthodes d'apprentissage de l'arthroscopie chez des internes de première année après 6 mois de pratique, de faire un état des lieux de la formation en arthroscopie en France et d'évaluer les capacités initiales des internes au début de leur formation. Tous les internes de première année en chirurgie orthopédique en France ont été inclus dans cette étude. 2 sessions d'évaluation ont eu lieu en décembre 2017 et juin 2018. Les internes de la promotion 2017 ont donc été répartis en 3 groupes. Le groupe A, pas de mise en pratique sur simulateur entre les 2 sessions. Le groupe B, formation supplémentaire non spécifique d'une durée inférieure à 10 heures. Et le groupe C, formation sur simulateur d'une durée supérieure à 10 heures. Au total,
Il n'y avait pas de différence significative entre les groupes à l'inclusion dans l'étude. Cette étude montre une différence significative en faveur du groupe C, c'est-à-dire le groupe qui a eu accès au simulateur d'arthroscopie sur les différents exercices évalués au cours de cette étude. Cette étude confirme l'intérêt de la mise en pratique sur simulateur. Le quatrième article sélectionné traite de l'arthroscopie à l'aiguille au niveau de l'épaule et a été publié dans Arthroscopie technique. L'objectif de cet article est de fournir une approche diagnostique standardisée de l'arthroscopie à l'aiguille au niveau de l'épaule. Le matériel utilisé est un arthroscope Trice Medical angulé à 0 degré. Le patient est assis ou en décubitus latéral, on repère le soft point, on réalise une anesthésie locale à base de lidocaïne et bupivacaïne, on insère l'arthroscope optique à 0 degré par voie postérieure, relié en stérile à une tablette et à une seringue de 30 cc de sérum physiologique. On réalise un tour diagnostique. Un assistant peut mobiliser le bras afin d'aider à identifier les structures. On aspire le sérum physiologique en fin de procédure pour diminuer les douleurs et le patient sort sans immobilisation ni restriction. Cette technique présente des avantages comme son accessibilité, la visualisation directe des lésions, le moindre coût, l'infiltration en fin de procédure, mais des limites, la courbe d'apprentissage, l'hémostase, l'infection, le malaise vagal qui peut également apparaître avec une infiltration. L'arthroscopie à l'aiguille offre un diagnostic dans les pathologies de l'épaule avec des avantages qui restent à valider. Un autre article paru cette année l'utilise à des fins thérapeutiques et met en garde contre les bris de matériel. L'article publié dans l'OTSR comparant les résultats après chirurgie pour instabilité postérieure d'épaule traumatique versus atraumatique a également retenu notre intérêt. L'instabilité postérieure d'épaule est rare. Son traitement dépend du patient, de la clinique et des lésions retrouvées. L'objectif de cette étude est de comparer la douleur et les résultats fonctionnels après chirurgie pour instabilité postérieure traumatique versus non traumatique. L'hypothèse serait que l'instabilité postérieure traumatique présente un plus grand risque d'échec, douleur résiduelle et subluxation. Il s'agissait d'une étude rétrospective multicentrique. Les critères d'inclusion étaient l'instabilité postérieure symptomatique et un signe radiologique parmi érosion de glène, lésion labrale, reversible sax. 150 patients ont été analysés, 117 inclus, 96 instabilités traumatiques et 21 instabilités atraumatiques. La population était composée essentiellement d'hommes jeunes, 16% présentaient des douleurs et 84% présentaient une instabilité clinique. Les groupes étaient comparables en termes de lésions préopératoires et de chirurgie proposée. Au recul moyen de 48 mois, il n'y avait pas de différence concernant les scores fonctionnels, mais une tendance à plus de douleurs dans le groupe atraumatique et plus de récidives dans le groupe traumatique. Les auteurs ne recommandent pas de prise en charge différente en fonction de l'instabilité traumatique ou atraumatique. En bonus, un article paru dans le JSES faisant un état des lieux de la formation des internes et des assistants pendant la période du Covid-19. La conséquence des déprogrammations massives sur la formation des jeunes chirurgiens reste inconnue. L'orthopédie, chirurgie froide, est considérée comme non urgente. Pour préserver la formation, les staffs de traumatologie ont continué. La télémédecine et téléconsultation s'est développée, notamment aux États-Unis. La formation théorique s'est renforcée avec des vidéoconférences nationales et internationales, des staffs scientifiques qui se sont intensifiés au niveau des services, pour les plus chanceux, un accès à un simulateur pour entraîner leur dextérité, et la plupart se sont investis dans la recherche et à finaliser leurs travaux scientifiques. Malgré l'adaptation des internes et des fellows, les conséquences de la pandémie sur leur formation restent à ce jour imprévisibles. Merci à tous. Donc, je vais laisser Christelle prendre la parole. Merci de nous faire participer les vieux, c'est très sympathique. Moi, j'apprécie beaucoup que vous soyez intéressés aux lectures, surtout que la période actuelle est propice à lire. L'article qui m'a le plus, sur lequel je souhaiterais insister, c'est celui qui concerne les simulateurs. Et là, je souhaiterais juste rappeler que ça a été un marchepied pour mettre en évidence l'intérêt des simulateurs dans la formation des internes, mais également qu'elle s'intéresse aussi au maintien des connaissances chez les seniors. Hein, donc, il ne faut pas négliger l'intérêt de pratiquer une première intervention, pas la première fois sur le patient.
Et dans beaucoup de domaines, ça se vérifie. Et donc, c'est un article qui a beaucoup été discuté, beaucoup été lu et qui est extrêmement important pour moi d'avoir mis en avant aujourd'hui. La deuxième chose, et que je le rappelle, c'est que les autres articles que vous avez choisis, ils sont plus polémiques, comme je le disais à Caroline, mais que oui, il faut s'intéresser au champ que peut ouvrir l'arthroscopie, qu'il ne faut pas rester fermé dans ses pratiques et que oui, la lecture, bah, ça peut permettre de voir un peu ce qui se fait. Néanmoins, bon, bah, y a des avantages, bien sûr, il y a des inconvénients. Il faut voir les deux côtés de ces pratiques innovantes. Et c'est à vous, évidemment, nos jeunes arthroscopeurs à nous stimuler pour nous pousser vers ces pratiques innovantes. Voilà, c'était les remarques que je voulais faire. Ce sont des articles qui ont été très bien choisis. Voilà. Merci Christelle. Je vais laisser Émilie conclure parce qu'on est au niveau du temps. Non, mais Caroline a des choses à dire aussi, je crois. Oui, enfin, c'était intéressant comme exercice de nous donner la revue de la littérature sur ce qui se fait en arthroscopie d'épaule. Je pense qu'on a choisi voilà, des articles qui sont sujets à controverse, justement. Bon, on a peu de discussions, mais les simulateurs, oui, nous, on a eu la chance d'avoir ça à Nice. Et ça nous a bien occupés pendant la première vague du Covid pour s'entraîner, se faire des petites compétitions, y compris les jeunes internes avec les PU, voilà, c'était assez rigolo. Et puis ça nous a, c'est vrai, on a eu l'impression que on a un petit peu augmenté en dextérité puisque l'arthro c'est difficile de s'y entraîner en dehors de simulateurs. Pour l'arthroscopie à l'aiguille, je crois que Émilie avait justement une question. Oui, alors on va faire très rapide parce qu'on va dépasser pour le temps. C'est vrai que moi j'ai découvert l'arthroscopie à l'aiguille en lisant votre article que vous avez sélectionné. Je voulais savoir si vous l'utilisiez en pratique courante et quelles étaient vos indications. Mais on n'aura malheureusement pas le temps de débattre, donc je laisse Caroline faire une réponse très très courte pour qu'on puisse laisser la parole au suivant. Pour l'instant, c'est pas du tout une technique qui est standardisée et qui est recommandée en pratique courante. Elle est encore à évaluer. Elle est proposée généralement dans les contre-indications à l'IRM pour certains. Pour d'autres, elle serait utile pour des infiltrations. Mais beaucoup d'autres articles euh, sont parus également au genou, également au poignet, et ils mettent en garde contre les bris d'objets. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire de bien encadré en tout cas, et pour l'instant on ne sait pas ce que ça va devenir, mais ça paraît utile, il faut juste le temps de lui trouver sa place, je pense. Eh ben, merci beaucoup Caroline, merci Simon pour la préparation des articles et puis merci à Christelle d'avoir accepté de modérer ce topo. On va laisser la parole pour la suite et puis bah, je vous encourage à lire ces 5 articles qu'ils ont sélectionnés qui sont tout de même très intéressants. Voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.